Il est 14 heures, on va démarrer. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir pour vous faire partager un retour d'expérience de notre client Malakoff Médéric, qui a déployé, qui a lancé son université d'entreprise. Et pour ça, Isabelle Jazovka est venue nous expliquer comment ça s'est passé. Donc je vous laisse vous présenter, Isabelle. Donc, je travaille pour le groupe Malakoff Médéric depuis plusieurs années déjà. J'étais tout d'abord en charge de la formation commerciale après avoir fait du terrain. Je suis aujourd'hui en charge de l'ingénierie et innovation pédagogique et ainsi que des projets transverses. C'est dans ce cadre que je me suis occupée de déployer My University, qui est notre portail de formation dont on va vous parler aujourd'hui. Parfait. Donc, on va démarrer peut-être par la présentation rapide de Malakoff Médéric pour resituer un petit peu l'entreprise. Même si nous sommes très très connus, c'est bien de rappeler nos deux métiers. Donc l'assurance de personnes et la retraite complémentaire. Pour vous donner un ordre d'idée, nous gérons la retraite d'un Français sur 5, que ce soit en collecte ou en prestation. Et en termes d'assurance de personnes, nous sommes les premiers sur la santé aujourd'hui en France. Parfait. Et sur ce qui est de votre mission, vous, à l'interne, chez Malakoff Médéric, je sais que vous avez plusieurs casquettes. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites plus précisément. Je m'occupe de mettre en place les grands programmes de formation sur les axes stratégiques et je travaille également sur l'université d'entreprise. Je m'occupe aussi de faire monter en compétence nos formateurs internes puisque nous avons une centaine de formateurs internes et occasionnels aujourd'hui dans le groupe et que nous allons devoir les embarquer avec nous sur la digitalisation de la formation. Parfait. Concernant justement l'université d'entreprise, quelle a été la genèse du projet, les éléments déclencheurs? Qu'est-ce qui vous a amené à développer ce type d'espace? Alors, My University, c'est un portail qui présente et structure l'offre du groupe Malakoff Médéric. Nous avions beaucoup de formations dans ce groupe et finalement un catalogue et assez peu de visibilité. L'idée, c'était de passer à une offre plus structurée et bien à parler d'offres par domaine, de façon à ce que nos collaborateurs ne soient pas sur un catalogue à faire un choix par rapport à ce qui pourrait les intéresser, mais bien à réfléchir en termes de besoins. Et l'idée de ce portail était aussi de mettre l'apprenant au centre du dispositif pour aller vers une dynamique d'organisation apprenante. Alors, la genèse, pour répondre à votre question, c'était de pouvoir passer de 99% de présentiel à 30% de distanciel pour 70% de présentiel. Pas selon une dynamique qui serait de dire ça c'est tel sujet, donc c'est plus adapté pour du distanciel, on va faire du distanciel, et puis ça c'est du comportemental par exemple, et donc on va faire du présentiel, mais bien de penser à une dynamique de parcours multimodal pour ne plus être dans cette situation d'avoir 2 jours de formation dans l'année, rien avant, rien après. De revenir au bureau, on est tous pareils, donc on revient, on reprend les mails, on reprend les dossiers, et puis voilà, on n'a plus le temps on a fait une formation formidable, on était tout à fait convaincus. On s'est dit, il faut que je mette en œuvre, et puis évidemment, on est rattrapé par le quotidien, et rien ne se passe, et dans le meilleur des cas, le joli support qu'on a ramené, absolument convaincu de mettre en œuvre, il termine dans un tiroir dans le meilleur des cas, et dans le classement vertical dans le pire des cas. Donc c'est beaucoup de temps, d'énergie et d'investissement de manière générale perdu. Et donc l'idée, c'était d'aller vers du parcours multimodal avec de l'amont et de l'aval autour de ce présentiel, et puis de mettre en place donc un suivi du parcours apprenant sur plusieurs mois et non plus sur 2 jours en one shot. D'accord, parfait. Juste un rappel, donc on avait quand même 72% de taux d'accès en formation présentielle, donc ce qui est plutôt un joli chiffre. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers du 100% de taux d'accès en passant par le distanciel, puisque une partie de notre offre est désormais complètement en libre accès.
Et donc, ça veut dire que potentiellement, tout collaborateur qui le souhaite peut aller faire une formation sur son cœur de métier, mais évidemment sur les métiers qui sont en lien avec le sien et qui peuvent enrichir aussi bien sa capacité, ses compétences plus exactement, et ses connaissances au quotidien, comme éventuellement l'aider à préparer ou engager une mobilité. D'accord. Donc oui, ça je vous laisse expliquer votre réflexion sur le sujet. Oui, le parcours multimodal, il a été pensé aussi parce qu'on a tous également vécu l'oubli suite à la formation. Alors, cette courbe de l'oubli, elle est assez connue chez les formateurs. Il n'y a pas de théorie scientifique absolue, mais enfin, il y a au moins une connaissance empirique du sujet. C'est que suite à une formation, dans les jours qui suivent, on en a oublié une bonne partie, et plus les jours passent, plus on a oublié de ce qu'on a vu. Or, on sait aussi que c'est la répétition qui va pouvoir permettre d'ancrer dans la mémoire un certain nombre de connaissances. Mais on sait aussi que répéter pour répéter, même si on se dit que c'est de la pédagogie, ce n'est pas toujours très satisfaisant pour l'apprenant. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre de l'itération, de la répétition sur différents types de formats. Donc, première vertu, c'est on retient mieux. Deuxième vertu, et on peut passer au suivant, c'est qu'on a tous aussi des préférences d'apprentissage. Il y en a certains, et c'est très à la mode aujourd'hui, préfèrent la vidéo. Un bon tuto vaut mieux qu'un long discours, ou que 72 slides, souvent. Et on a soit une préférence pour, par exemple, moi, j'aime bien écrire, même si je ne garde pas mes notes, ça me permet d'ancrer quand je vois quelque chose. D'autres préfèrent avoir de la littérature. Et puis, il y a un vecteur aussi très important qui est celui de l'émotion. On se souvient tous de ce qu'on faisait à un moment marquant de notre vie. L'heure qu'il était, ce genre de choses. Et puis enfin, on a aussi besoin d'interaction. C'était aussi cette dynamique de digitalisation. Oui, le tout digital, non. On a besoin de se rencontrer, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager pour aussi monter en compétences et en connaissances. Donc, fort de ces différentes données, on a mis en place donc, ces fameux parcours multimodaux. Donc, qui sont articulés autour de quel type de modalité et quel type de solution? Alors, on a, comme on le voit ici, de la mise en pratique, de l'échange avec les pairs. On a notamment une communauté d'apprenants dans My University, c'est-à-dire que, alors, c'est pas encore le cas aujourd'hui parce que My University, finalement, chez nous, c'est assez récent, ça date du 15 novembre dernier. Donc, Paris ne s'étant pas fait en un jour, on a beaucoup d'outils et on est en train de mettre en œuvre. Mais idéalement, dans les mois qui viennent, on aura, suite à une session de présentiel, une communauté apprenant éphémère qui permettra d'échanger suite à la formation, éventuellement de demander des précisions sur ce qu'on a vu, dont on ne se souvient pas précisément ou parce qu'on s'est loupé en prenant des notes. Et puis effectivement de pouvoir discuter aussi avec le formateur, qu'il soit externe ou interne d'ailleurs. Donc c'est aussi le parcours multimodal et cette dynamique de mettre en ligne des contenus accessibles en libre accès, c'est aussi de la responsabilisation et de l'autonomie pour les apprenants. Et on sait que c'est une chose importante. Parfait. Voilà. Donc un peu de social learning quasiment, puisque je vous entends avec de la communauté d'apprenants, avec de l'échange, du retour. Absolument. Parfait. Alors là, on a un schéma idéal du parcours multimodal grand 1, j'ai envie de dire. Après, ce n'est pas une question de public, c'est surtout une question de sujet. Il y a des sujets qui vont se prêter à des parcours multimodaux assez complets comme celui-là. Puis il y a des sujets où finalement, 3 méthodes, un quiz d'entrée, un e-learning et puis une vidéo seront suffisants. C'est surtout à la fois le type de sujet et la profondeur de compétences qu'on souhaite apporter à nos collaborateurs qui va définir la nature du parcours multimodal. Mais là, c'est un bon exemple, c'est assez schématique. On voit le test de prérequis, le module à distance, le présentiel, ce qui permet aussi, quand on a fait de l'amont, d'avoir des groupes homogènes au moment de la formation, ce qui est plutôt confortable pour les formateurs et plutôt agréable pour les apprenants. Ça évite d'avoir un tiers des collaborateurs qui se disent bah, « ça, je connaissais », un autre tiers qui ne comprend rien, et bon an, mal an, un tiers au milieu, si on a de la chance, qui trouve son compte. Donc on évite de la déperdition. On a aussi des contenus
fallu, ma foi, que ce soit un formateur qui lise un slide ou qu'on l'ait vu tranquillement au bureau avant de venir, ça revient à peu près au même. Et donc, on gagne du temps et on rend au présentiel sa véritable place, qui est d'être dans l'échange, l'expérimentation et les cas pratiques. Ensuite, retour avec la communauté apprenante, donc on peut échanger avec ses collègues. Et puis, on peut imaginer une classe virtuelle à 3 semaines, ce qui évite que les supports tombent dans les cartons, puisqu'on sait qu'on a une deadline, on sait qu'on a un nouveau rendez-vous. On va pouvoir faire du retour d'expérience terrain, on va pouvoir faire du retour de cas pratiques, du débriefing de cas pratiques pour continuer à faire un petit peu travailler cette mémorisation du présentiel jusqu'à la prochaine classe virtuelle. Dans le même temps, on peut mettre en place des outils de mobile learning avec de la petite question, 2 ou 3 par semaine, avec des concours, des battles, que sais-je encore, et de donner de la gamification. Là encore, on revient sur la notion d'émotion qui fait qu'on a plus d'ancrage mémoriel. Et puis, voilà, il y a certaines populations plus compètes que d'autres, mais globalement, on aime bien pouvoir se placer dans une équipe et puis dire qu'on a gagné, donc ça aide aussi un peu. Et puis, voilà, classe virtuelle à 3 mois qui va permettre d'avoir un retour d'expérience sur ce présentiel à froid. Et puis, éventuellement d'inclure le manager pour une validation des acquis avec lui, mais validation des acquis terrain, mise en pratique. Voilà, on a un certain nombre, et puis pourquoi pas une certification ou une habilitation ou une médaille ou un trophée, peu importe. Mais voilà, c'est l'idée d'avoir comme ça un parcours qui n'est pas juste 2 jours, mais plutôt sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc j'imagine que, comme vous le disiez tout à l'heure, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc il y a eu certainement des étapes préliminaires avant tout ça. Vous n'êtes pas lancé comme ça du jour au lendemain avec toutes ces modalités et toute cette réflexion. Alors non, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, j'étais précédemment responsable de la formation commerciale et il y avait un impératif chez les commerciaux qui était un petit peu, paradoxal. C'est de dire les commerciaux, il faut qu'ils soient hyper bien formés parce que c'est très important en termes de responsabilité, très important en termes d'image, très important en termes de conseil client. En revanche, il faut qu'ils soient sur le terrain parce qu'il faut qu'ils vendent. Donc j'avais ça, cette espèce de drame cornélien qui était il faut bien les former, mais ils n'ont pas le temps. Et en plus, c'est une population qui est assez disséminée sur le territoire national. Donc, pour les déplacer, les faire venir, c'était compliqué. Et donc, on a commencé avec cette population à mettre en place ce qu'on appelait à l'époque le blended learning, donc un peu de e-learning devant son ordinateur, très classique, puis du présentiel. Déjà ça a permis de réduire les temps de présentiel et de donner un petit peu de souplesse au parcours de formation. Donc on avait ce début de parcours multimodal en quelque sorte avec du e-learning, du terrain, du e-learning, du terrain, du présentiel et ainsi de suite. Et puis au fil du temps, on a réintégré de la classe virtuelle. Et là encore, on a fait des gains en termes de déplacement parce qu'il y a des sujets qui sont extrêmement importants qu'il faut déployer vite et bien, et pour autant qui ne prendront pas forcément toute la journée. Donc on se retrouvait précédemment avec des demi-journées où on les faisait déplacer, Mulhouse, Charleville-Mézières, Marseille, Lyon, que sais-je encore. Et puis on se disait, on ne va pas les faire déplacer pour 1h30, c'est dommage. Donc on recollait, qu'est-ce qu'on peut bien leur mettre voilà. Donc on recollait encore un peu de formation de ci, de là. Ce qui donnait des formations un peu patchwork, voilà, qui n'avaient pas forcément de sens et de cohérence, mais on faisait au mieux de ce qu'on pouvait. Là, dans le cadre des classes virtuelles, il n'y a plus de déplacement. Donc, tout le monde est gagnant, aussi bien le formateur. Et en plus, on peut déployer bien plus largement et beaucoup plus vite que quand on est du présentiel, avec tout ce que ça implique de logistique à mettre en place derrière. Donc, fort de ça, on s'est dit, si ça fonctionne pour les commerciaux, parce que les retours étaient bons, passer les problèmes techniques, mais ça, voilà, ça va avec, il faut essuyer les plâtres. On s'est dit, pourquoi pas déployer pour toute l'entreprise. Parfait. Donc vous avez fait un pilote, vous avez fait un... Comment on appelle ça ? A fait une étude de... Non. On a fait une étude parce que ça marchait bien pour le commercial, certes, mais on s'est dit, les commerciaux, c'est des gens qui sont pas mal sur le terrain, qui servent beaucoup d'Internet, qui ont une bonne maîtrise des nouvelles technologies. Et donc, on s'est dit, est-ce que finalement, pour les autres populations de notre groupe, c'est envisageable également ?
Donc on a fait une enquête de maturité digitale pour savoir où se positionnaient nos collaborateurs, notamment dans l'accès à la formation. Et comme on peut le voir sur ce slide, finalement, quand on a demandé aux formateurs quelles seraient leurs préférences en termes de formation, des guides, des référents, du e-learning, des SPOC, etc., on se rend compte que finalement, on a eu des préférences extrêmement équilibrées. Ce qui concordait bien avec notre idée du multimodal, parce que l'idée du multimodal, ça n'est pas d'aller strictement vers la préférence d'apprentissage du collaborateur, mais de lui proposer dans les divers accès à la formation au moins un de ces canaux qui soit sa préférence. Donc là, finalement, ça matchait bien et on s'est rendu compte que une très très large majorité de nos collaborateurs avaient été prêts à passer ce cap de la digitalisation de la formation. Voilà. Même si on se rend compte ici que plus de 80% ne connaissaient pas, à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, quand on a fait cette enquête de maturité, ne connaissaient pas les termes SPOC, MOOC, voilà, des termes un peu plus spécifiques et nouveaux pour eux, en tout cas par rapport au présentiel. Donc j'imagine qu'il y a eu malgré tout quelques réticences. D'ailleurs, je crois que vous me racontiez un cas précis lorsqu'on s'est vu la semaine dernière. Alors oui, il y a eu quelques réticences. Il y a eu des réticences, des freins, on peut dire. Effectivement, quand on parle de digitalisation, c'est déjà la peur du tout digital. Donc ça, on y a répondu en expliquant bien ce que seraient les parcours multimodaux. Ensuite, cette idée que parce que ça va être digital, du coup, on va plus être dans la relation humaine, avec des exemples du genre, j'ai un collègue, il est dans le bureau d'à côté, il m'envoie un chat, il pourrait quand même faire 2 pas et venir me parler. Bon, effectivement, on est confronté à ça souvent, mais donc voilà, on a rassuré en disant qu'il y aurait non seulement du présentiel, mais aussi des communautés d'apprenants pour être dans l'échange, et que non seulement ça n'interdisait à personne de se rencontrer quand on était proche, mais que ça allait certainement permettre de mettre en lien des gens qui, naturellement, ne se seraient pas parlé parce que un à Paris, l'autre à Marseille, par exemple. Ensuite, une crainte d'être un peu dépassé par toute cette technologie. Quand on voit nos enfants qui swappent sur leur portable à la vitesse de la lumière et puis vous expliquent comment se servir de Snapchat ou Instagram comme si c'était vraiment évident, voilà, on est parfois un peu surpris de leur capacité à gérer ce type d'outils. Et c'est vrai que pour certains de nos collaborateurs, et pas forcément d'ailleurs les plus anciens, si je peux dire, il y avait une forme d'inquiétude par rapport à la capacité à gérer ça. Et puis la technique, parce que voilà, on est tous confrontés un jour ou l'autre à un ordinateur qui plante, un mobile qui ne fonctionne pas, ce genre de choses. Donc la réponse à ça, ça a été d'une part la promotion du multimodal, l'information sur ce que c'est que le distanciel asynchrone, c'est-à-dire la classe virtuelle. Certes, le formateur n'est pas là physiquement en face de moi, mais je peux m'adresser à lui. Je parle à un humain, je ne suis pas en train de taper des chiffres sur un clavier. Tapez le 1 si vous avez une question sur tel sujet ou autre. Enfin, il y a un vrai échange. Beaucoup d'accompagnement et de pédagogie. On a fait le tour de France pour présenter My University à tous nos collaborateurs, pour leur montrer les outils, comment se connecter, les différentes options qu'ils avaient pour accéder à de la formation. Et on leur a livré également un kit de formation, donc un casque, un chevalet à mettre sur le bureau pour expliquer qu'on est en formation, parce qu'il n'y a rien de plus pénible quand on est devant une vidéo ou un e-learning que le collègue qui vient, qui ne fait pas forcément attention et qui dit bah, « Tiens, j'ai un truc à te demander ». Donc là, il y a un panneau assez visible, « Je suis en formation, ne me dérangez pas ». Une webkey pour se connecter, puisque cette plateforme est accessible pas seulement de nos bureaux, mais également de chez soi si on le souhaite, hein, sans aucune obligation bien évidemment. Et puis malgré tout, et c'est ce à quoi vous faisiez référence sans doute, on a eu un de nos collègues élu à la commission de formation qui lui était très inquiet parce qu'on a expliqué qu'on avait décidé d'arrêter les formations de niveau 1 sur l'informatique, enfin sur la bureautique plus exactement, Excel, PowerPoint, Word, parce qu'on se rendait compte que finalement on donnait 2 jours de formation, c'est beaucoup d'informations pendant 2 jours, on est sur l'écran, on ne fait que ça, de la manipulation,
On rentre, on ne se sert pas de la moitié de ce qu'on a appris en formation, et donc du coup tout ça part dans les limbes. Et le jour où on veut passer à l'étape au-dessus, on est quasiment obligé de recommencer les niveaux 1 et 2. Et puis il me disait oui, mais quand même, c'est que du digital, si on est tout seul, c'est compliqué, on ne va pas y arriver, c'est pas pareil, il faut du présentiel. Certes, il faut du présentiel pour certaines populations et dans certains cas. Et à l'époque, on venait de mettre en place donc, vos déclics. Et je disais, vos déclics, ça a cette vertu que c'est du tutoriel opératoire et ça s'appelle du just-in-time. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai besoin d'une information sur un sujet précis, que ce soit sur Excel ou sur PowerPoint, sur Excel, je donne souvent l'exemple de la recherche V. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont trouvés à se dire mais si c'est facile, je l'ai fait au moins 3 fois. Et puis se dire oui mais je ne sais plus. C'est un truc bête, mais chaque fois on se repose la même question si on ne le fait pas très souvent. Ben là, avec vos déclics, finalement, on n'a pas besoin de passer par le niveau 1, 2, 3, 4, 5 d'Excel avant d'arriver à la recherche V. En ayant tout validé, en fin de compte, on va juste aller chercher ce dont on a besoin. Et par ailleurs, on peut parfaitement faire les différents tutoriels les uns après les autres pour progresser et monter en compétence sur le sujet. Donc je lui ai dit, écoute, d'accord, on se connaît depuis assez longtemps, je lui ai dit, écoute, d'accord, j'entends ce que tu dis, et moi je suis prête à penser que je peux me tromper, évidemment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te libérer une salle, on va te réserver des plages horaires, et puis tu vas venir régulièrement, et puis tu me dis ce que tu veux faire sur vos déclics, et puis on t'accompagne, on t'installe, et puis tu nous fais un retour. Et le retour a juste été top, avec un écrit. Il me disait, mais oui, effectivement, tu as raison, c'est génial. Est-ce que ça va malgré tout être possible pour tous ? Donc non, il y a des populations qui sont encore un peu trop perdues par rapport à ça. Donc là, on a une solution qui est de faire appel à un prestataire extérieur qui va accompagner et former nos populations en présentiel, mais avec l'outil dont on dispose, c'est-à-dire vos déclics. Si bien que, au sortir de cette formation, non seulement les gens ont été accompagnés avec un vrai formateur physiquement qui sera à côté d'eux, mais quand ils vont revenir, ils sauront se servir de l'outil quand ils en auront besoin au bureau et ils pourront prendre en charge leur formation. Et puis le troisième volet, c'est vraiment de la formation la plus spécifique. Quand on part sur, par exemple, toujours pour parler d'Excel, sur de la macro, par exemple, là, effectivement, quand on a des populations qui ont vraiment des besoins très spécifiques et très déterminés, parce qu'ils produisent tous les jours ou toutes les semaines des tableaux, des stats, etc., mais là, évidemment, on ferait du présentiel, mais on fait de la formation action, c'est-à-dire qu'on va les faire travailler sur ce dont ils ont besoin, et pas de manière générale sur des concepts abstraits de l'outil. Parfait. Quelques chiffres de connexion pour mettre en perspective tout ça. Oui, hein, comme je vous le disais, c'était assez nouveau, My University, et puis c'était, voilà, il y avait peu l'habitude d'avoir accès à des e-learning, si ce n'est dans le cadre de formation obligatoire, mais c'était quand même très, très peu. Donc pour rappel, nous sommes 5400 collaborateurs aujourd'hui, et la plateforme est déployée depuis le 15 novembre 2017. Autant vous dire qu'avec les vacances de Noël, voilà, c'était pas forcément la période la plus simple pour prendre du temps, consacrer du temps, parce que malgré tout, il faut prendre le temps d'aller voir. On a quand même aujourd'hui 1100 collaborateurs actifs sur la plateforme, ce qui en quelques mois est plutôt pas mal. Hein. Et c'est une courbe voilà, qui progresse. Donc on a bon espoir de la rendre exponentielle et que d'ici la fin de l'année, chaque collaborateur du groupe soit au moins allé une fois se former sur la plateforme. On a 1800 cours qui ont été consultés et 800 qui ont été complétés. Voilà. Le top 3, c'est lutte contre la fraude et le blanchiment, mais on triche un peu parce que c'est une formation obligatoire pour certains de nos collaborateurs qui sont soit des nouveaux entrants, soit qui changent de métier et doivent avoir une mise à niveau sur les modules. Le deuxième, c'est vos déclics, comme je le disais, très pratique, facile d'accès, et on est amené à y aller souvent parce que finalement, on va y retrouver ce qui nous convient. Et puis NetExplo, qui est un programme d'acculturation au digital. Et bien sûr, derrière ça, tous nos modules métiers, qu'ils soient proposés par des prestataires ou qu'ils soient aujourd'hui produits par nos formateurs internes, qu'on est en train d'embarquer dans une évolution de leur métier aussi pour la digitalisation de la formation.
Et donc j'ai fait un petit focus, comme j'étais invitée, je me suis dit que ce serait de bon ton sur la plateforme Vos Déclics, qui est considérée dans notre plateforme comme un cours à proprement dit, c'est-à-dire que quand je me connecte à Vos Déclics, c'est considéré comme une connexion vers un cours. Après, si j'y reste 2 ou 3 heures pour aller sur LinkedIn, InDesign, etc., c'est pas notifié. Mais donc, ça nous permet d'avoir les volumes de formation sur la plateforme Vos Déclics. Et on se rend compte qu'on a plus de 610 heures de formation. Voilà, 700 personnes qui ont déjà testé la solution. Et j'en croise tous les jours dans les couloirs à qui j'explique que c'est sur la plateforme et qui ne sont pas forcément au courant. Donc on a encore un petit travail de bouche à oreille à faire, aller voir les gens, leur expliquer, ne rien lâcher, parce que c'est presque le nouveau défi. C'est passer le « ah oui, ça existe, c'est bien, c'est super ». Globalement, on a ce type de retour-là. C'est passer à vitesse supérieure, c'est bien, ça existe et je vais m'y former vraiment. Exactement, et de prendre l'habitude effectivement d'utiliser tous ces beaux outils et d'aller sur My University qui est vraiment, pour l'avoir vu en vrai, est vraiment un espace très très bien construit avec un système de moteur de recherche qui permet d'accéder à des contenus très très vite. Et ça, c'est un point effectivement important qui est le parcours utilisateur. Je pense que ça, plus le parcours utilisateur est simple, plus vous aurez un nombre d'utilisateurs important. C'est vraiment c'est un point de vigilance très important. En tout cas, Isabelle, je vous remercie pour votre retour d'expérience. S'il y a des questions, je suis... Voilà, s'il y a des questions et des réponses, c'est le moment de les poser. Merci, bonjour. Est-ce que dans ce parcours, vous avez aussi des conférences de sensibilisation qui peuvent permettre ensuite d'aller approfondir des sujets sur des points spécifiques? Alors, on déploie nos programmes de formation sur 4 niveaux, effectivement. Niveau sensibilisation pour tous les collaborateurs, niveau acculturation pour tous les collaborateurs, mais avec un prisme métier pour chaque direction. Si on prend un sujet comme le digital, par exemple, effectivement, le digital en RH ou le digital au marketing ou le digital en gestion, c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, on a un niveau qui est un niveau maîtrise, où là, on va être sur de la formation plutôt, effectivement, là, pour le coup, avec du présentiel, avec de la mise en pratique pour déployer des compétences au quotidien. On n'est plus sur de la connaissance, mais bien sur de la compétence. Et on a un niveau expertise pour tout ce qui est formation certifiante, diplômante, sur des sujets très, très spécifiques. Donc, effectivement, dans le cadre des sensibilisations qui sont faites sur les différents thèmes de formation que l'on peut avoir, on est amené à organiser de la conférence, soit en live, et si c'est en live, elles sont enregistrées et rediffusées sur la plateforme. Le plus difficile étant quand même d'arriver à couper ces conférences de façon à ce que ça donne des contenus digestes. Parce qu'autant la vidéo c'est bien, mais 25 minutes de vidéo non-stop sur un sujet un peu ardu, ça peut être un peu pénible. Donc il faut recouper, redécouper ça. Et puis on peut faire aussi de la classe virtuelle ou du webinar. Donc là c'est du live et c'est pareil, rediffusé et disponible. Bonjour, tout d'abord je vous remercie pour le partage. En fait, ce qui m'intrigue, c'est qu'effectivement, vous êtes passé du full présentiel à du blended learning. Vous venez d'installer justement votre My University et vous êtes déjà à quelque chose comme 800, je crois, contenus en ligne. Donc, bravo, ça a été rapide. Donc, comment vous avez fait? Est-ce que c'est vraiment des choses qui sont sur étagère ou donc vous avez pu diversifier? Deuxième question. Donc, quelle est la proportion sur étagère et spécifique, sur mesure? La deuxième question, est-ce que pour l'apprenant, c'est un seul environnement? Parce que j'ai vu qu'il y avait Vidéoclic, qu'il y avait NetExpo. Est-ce que l'apprenant accède à tout ça via My University ou bien il a des environnements différents? Voilà.
Alors, pour répondre à notre première question, effectivement, il y a des contenus qui sont des contenus sur étagère dont on disposait précédemment 250 modules d'une quinzaine de minutes sur la retraite, l'assurance, la prévoyance, la fiscalité, enfin voilà, des choses extrêmement métier et assurance dont on disposait précédemment, mais qui étaient plutôt donnés en parcours, comme je le disais, en blended learning, et qu'on a rapatrié sur cette nouvelle plateforme et qu'on a mis à disposition de tous, ce qui n'était pas le cas avant. On a des modules qui sont produits en interne. Donc ça a été assez vite aussi, puisque nos formateurs ont eu envie de s'éprouver à ces nouvelles méthodes, et on dispose d'un outil relativement simple d'accès pour faire des contenus classiques, digitaux, e-learning, mais classiques, pas très très compliqués, j'ai envie de dire, au-delà du PowerPoint animé, si vous voulez, mais sans aller jusqu'au serious game. Donc on peut produire des contenus assez vite. On a effectivement NetExplo, Projet Voltaire, etc., qu'on a mis à disposition. Et là, alors, le point d'accès, c'est le même, hein. Que ce soit pour la formation digitale, la formation présentielle, le point d'accès, c'est My University. Et après, c'est un lien qui va permettre aux collaborateurs d'aller, le cas échéant, vers un autre espace différencié. Mais il est en connexion SSO, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se réidentifier avec un login et un mot de passe. De notre plateforme, il peut aller dans ces environnements-là, qui sont les environnements dédiés à Malakoff Médéric. Voilà. Et quand c'est possible, on fait du branding et de rendre l'expérience apprenant la plus transparente possible et la plus agréable possible. Et quant à la digitalisation, ça faisait aussi partie de l'accord de branche qui a été passé dans nos métiers, de dire il faut digitaliser la formation, donc il est temps de mettre en œuvre, en fait. Beaucoup. Bonjour. Bonjour. Est-ce que sur votre plateforme, vous avez une logique de mesure de l'acquisition de connaissances et de compétences pour aller dans une logique de parcours, d'accompagnement justement des collaborateurs qui vont se connecter sur votre plateforme ? Alors sur les modules, accessibles, des cours, si vous voulez, on a les cours et les parcours. Sur les cours, à ce stade, non. Il y a du scoring, évidemment, donc on peut toujours, puisque c'est du SCORM, hein, c'est un format qui va permettre de récupérer un certain nombre d'informations, comme les temps de connexion et le score final. On va pouvoir effectivement avoir un retour par rapport au score. S'il est à plus de 70% de bonnes réponses sur le quiz final, on va considérer que les acquis sont là. En revanche, sur les parcours, on va vraiment avoir une logique de plus en profondeur de l'acquisition des compétences et des connaissances, parce que ce sont aussi des programmes qui sont mis en place pour accompagner nos collaborateurs dans le cadre de notre transformation, et on a vraiment besoin de s'assurer que les compétences et les connaissances sont bien acquises. Et puis, il y a certains modules qui, eux, ne sont pas du tout au scoring, ce qui va éviter aussi l'effet peut-être un petit peu trop mesure-évaluation. Si on veut être dans le cadre d'une entreprise, d'une organisation apprenante, et que nos collaborateurs aillent l'esprit tranquille, voir ce qui s'y passe, se former, faire une vidéo ici ou là de temps en temps, il faut aussi laisser un espace de liberté qui ne soit pas forcément dans le cadre d'une évaluation. Donc on trouve un petit peu de ces différentes typologies d'appréhension de la formation dans notre plateforme. Oui, bonjour. J'ai deux questions. En fait, j'aurais voulu savoir d'abord, au niveau du lancement de l'université, quelle avait été l'implication de la communication interne. Est-ce que ça les a intéressés? Est-ce qu'ils se sont impliqués? Ou est-ce qu'ils vous ont laissé faire? Et deuxièmement, à l'intérieur de l'université elle-même, est-ce qu'il y a de l'interaction, du social learning, des forums ouverts qui permettent les questions, réponses, commentaires, les échanges entre apprenants en transversal? Alors, oui, mais je vais développer. Donc oui, ça a intéressé la communication, bien évidemment. On a travaillé ensemble au déploiement et au lancement de ce portail formation. On a fait une communication sur l'intranet. On a communiqué auprès de nos RH sites pour que nous puissions venir
donné les kits de formation, les fameux kits de formation. Donc on a fait de l'affichage, on a envoyé des mails, on est allé sur place pendant 2 ou 3 jours et accompagné par la communication interne, bien évidemment. Et on a fait ça sur une période de 1 mois, sur 12 sites, et puis avec derrière les relais RH qui ont porté les messages et les messages clés sur le sujet, tout en distribuant les kits de formation qui n'avaient pas été récupérés les jours où nous étions sur place. On a créé une petite vidéo, ça a été fait par ma petite équipe. Je suis assez, ils m'ont assez épatée puisqu'ils ont filmé avec un smartphone. Ils ont fait un montage incroyable avec du titrage formidable en suivant la charte d'entreprise. Et ils ont fait un petit film de 40 secondes hyper punchy sur ce qu'était My University. Et donc on l'a diffusé, bien évidemment. Et il est encore aujourd'hui disponible sur My University. Donc voilà, il y a eu effectivement beaucoup de choses de faites autour de ce lancement. Après, encore une fois, on était je sais pas, une petite dizaine à se mobiliser sur le sujet. Sur une entreprise comme la nôtre, voilà, on a encore du travail de communication à faire. Alors effectivement, on a un espace communauté sur notre plateforme. Comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est que chaque présentiel soit suivi d'une communauté et qu'on ait des communautés plus larges. Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, c'est le tout début. Community manager, c'est un vrai métier. C'est vraiment beaucoup de temps à y consacrer. C'est compliqué d'animer une communauté. Donc demain, l'idée c'est qu'on va être un peu plus actif. Là, notre communauté phare, c'est la communauté des formateurs internes à qui on pousse du contenu sur le digital, la formation innovante, qu'est-ce que le serious game, le top 10 des MOOC, que sais-je encore, les neurosciences, pour les embarquer avec nous dans ces nouvelles compétences de leur métier, dans l'évolution de ce métier. On va même organiser un hackathon au mois de juin avec nos formateurs pour leur faire produire du contenu à mettre directement sur la plateforme. Normalement, au retour de ces 2 jours, on aura une trentaine de contenus à mettre directement sur la plateforme, des contenus métiers. Mais le social learning en soi, évidemment, on y va. Évidemment, c'est une volonté. Ça va prendre un peu plus de temps. Je voulais juste savoir si vous aviez des ambassadeurs ou mis en place des relais qui ont pour vocation de faire un petit peu de communication dans les équipes. Est-ce que vous avez organisé tout ça? Alors, ça s'est organisé de fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a créé des rencontres My University avec nos formateurs internes. Et en réalité, ce sont nos formateurs internes qui sont nos ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces formateurs, ils étaient connus surtout sur leur direction précédemment, parce qu'ils intervenaient en présentiel. Ils faisaient une dizaine de formations dans l'année. Ils rencontraient une centaine de collaborateurs qui étaient pour la plupart des gens qu'ils connaissaient déjà, puisque dans la même direction. Aujourd'hui, ils vont créer un module e-learning, une vidéo, un motion dashing ou autre, et ils vont être référencés comme étant le concepteur de ce contenu. Et donc, il y a une certaine valorisation dans ce fait-là. Ils gagnent en visibilité. Et de fait, ils travaillent à concevoir, ils ont envie que les gens aillent consulter, donc ils parlent de l'université et donc ils embarquent nos collaborateurs à aller sur l'université. Je répète bien que ce sont des formateurs pour la plupart occasionnels. Voilà. Donc c'est un travail qu'ils font en plus de leur travail de tous les jours. Et ils sont pas tous au même niveau d'engagement, mais on en a une bonne quarantaine qui sont bien dans le mouvement. Alors, sont rémunérés les formateurs internes dont c'est le métier, bien évidemment. On va essayer, mais bénévoles, ils ne voulaient pas. En revanche, pour les formateurs internes occasionnels, il y a un système de primes de reconnaissance, bien évidemment. Je pensais l'avoir usé, mais non, pas encore. Écoutez, merci de votre attention et puis bon courage pour la suite si vous avez ce genre de projet à mener. C'est formidable, mais c'est bien fatigant. Bonne journée.